Est-ce que vous avez des remarques? Alors, Stéphane me dit qu'il y a une question de quelqu'un qui est en distanciel. Donc, ce que j'ai à dire, c'est au niveau des attaques cicérelleuses, nous déployons malheureusement les mêmes problèmes qu'un kiné en ophtalmologie. C'est-à-dire qu'en ophtalmologie, pour trouver quelqu'un, un spécialiste, c'est aussi difficile qu'un kiné. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à mettre en place, justement, comme les kinés pour les ophtalmos? Il existe en réalité un réseau qui est assez bien coordonné, ce sont les neuro-ophtalmologistes. C'est-à-dire qu'un patient qui a une maladie neurologique qui va voir un ophtalmo, ce n'est pas pour, à raison de 15 patients à l'heure, être vu 3 minutes par l'ophtalmo après qu'il y ait eu une orthoptiste qui ait fait le bilan. On ne peut pas être pris dans ce flot-là. Donc il y a un certain nombre d'ophtalmos, pas énormément, mais ils sont relativement bien identifiés parce qu'il y a un club national de neuro-ophtalmologie qui ont des consultations adaptées à ces questions-là. Et c'est des ophtalmos qui peuvent passer 20-25 minutes avec un patient. D'accord? Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut être orienté vers une consultation de neuro-ophtalmologie. Et ça, c'est important. Il y a un deuxième écueil, c'est qu'un grand nombre de cabinets d'ophtalmo de ville ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est un vrai souci que l'on rencontre très fréquemment. On a ça pour les ophtalmos, on a ça aussi, c'est un des grands problèmes des prises en charge des femmes en situation de handicap au niveau gynécologique. C'est que déjà, on est face à des manques de ressources en termes de nombre de médecins pour la population générale. Vous avez des chiffres, l'UFC Que Choisir a publié, je crois, hier, une carte de France des déserts médicaux dans quelques spécialités, dont les ophtalmos. C'est absolument dramatique. Mais peut-être la réponse vraiment directe, c'est ne prenez pas vous-même un rendez-vous avec le même ophtalmo que celui que vous auriez été voir, et certainement pas dans ces nouvelles espèces d'usines d'ophtalmologie qui sont créées, qui ne sont absolument pas faites pour traiter les problèmes spécifiques de la neuro-ophtalmologie. La neuro-ophtalmologie, c'est une surspécialité de l'ophtalmologie et de la neurologie, mais en termes de temps et de compétences, c'est de l'ordre de la neurologie. C'est-à-dire on travaille un neuro-ophtalmo, un ophtalmologue qui fait de la neuro-ophtalmo, il fait une consultation qui est aussi longue qu'un neurologue, pas du tout une consultation d'ophtalmo. Et là, vous pouvez passer par les centres de référence ou par les médecins dans les CHU. Tous les CHU ont normalement en ophtalmologie un référent qui est neuro-ophtalmo. Et les délais, même si c'est forcément long, je ne suis pas sûr que ça prenne beaucoup plus de temps de demander à votre médecin neurologue référent de solliciter pour vous une consultation de neuro-ophtalmologie que de prendre un rendez-vous avec les délais standards que vous aurez en ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Merci beaucoup. Ouais, vous m'avez répondu à ma question, c'est bien. Merci beaucoup. Une deuxième question du Zoom. Allez-y. Oui, vous m'entendez? Très bien. Je rebondis sur la question de Raymond et la présentation de kiné. Au niveau des orthophonistes, est-ce que c'est la même démarche, c'est-à-dire avec l'hôpital directement ou parce que c'est un peu la croix de la bannière pour trouver un orthophoniste. Hein. Et dans les hôpitaux, notamment là, ils ont du mal aussi. Alors, la question des orthophonistes est effectivement la problématique est la même que pour les kinés, à savoir l'hôpital qui les paye tellement plus mal qu'en ville qu'on a énormément de mal et tous les hôpitaux ont des postes libres de kinés, ont des postes libres d'orthophonistes. Ça, c'est une. Et puis, dans la pratique en ville, globalement, c'est moins impliquant professionnellement de faire le boulot que la maîtresse de CP n'a pas fait pour apprendre à lire à des enfants à qui on va tous étiqueter qu'il faut aller chez l'orthophoniste là-dessus, que de s'occuper d'un patient qui va débuter une dysarthrie, une dysphagie. Maintenant, il y a quand même une évolution de ce côté-là, parce que contrairement aux kinésithérapeutes dont on pourrait presque craindre une fuite de leur cœur de métier, qui était la neurologie, vers la kiné du sport, vers ces choses-là, il y a quand même, heureusement, du côté des orthophonistes, eux, ils partaient d'un domaine où la neuro, c'était pas du tout dans leur champ, la neuro-adulte. C'était vraiment l'orthophoniste, un métier qui s'occupait des enfants, essentiellement des enfants qui avaient des difficultés à apprendre à lire, à écrire. Alors, il y en a qui indiscutablement relèvent des orthophonistes, et heureusement qu'elles sont là dans des situations
compliqué. Maintenant, c'est vrai que quand je vois que certains enfants sont envoyés pour des raisons qui paraissent quand même vraiment très très légères et qu'ils n'auront aucun problème à trouver des orthophonistes, alors que des patients qui ont des dysarthries, des dysphagies vont faire des fausses routes et des complications majeures alors que les orthophonistes ne veulent pas les prendre en charge, ça me met un peu en colère. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que les nouvelles générations d'orthophonistes, elles, maintenant, sont formées aux maladies neurologiques adultes. Il y a 20 ans, je reprends ces expériences, vous ne trouviez pas un kiné qui savait travailler sur les troubles de la déglutition, un orthophoniste, je veux dire, qui savait travailler sur les troubles de la déglutition. D'ailleurs, à l'époque, c'était même souvent les kinés, des kinés qui se spécialisaient là-dedans parce que les orthophonistes avaient complètement non investi ce champ. Là, maintenant, c'est plus le cas. Donc, c'est compliqué, on a des problèmes et les problématiques sont les mêmes. Mais voilà, on y arrive quand même, mais c'est voilà. Maintenant, on peut décliner tous les champs de la santé aujourd'hui et tous les métiers pour parler de la pénurie. Aujourd'hui, la pénurie que l'on voit quand même, nous, la plus criante depuis 2-3 ans, c'est celle des médecins traitants. C'est-à-dire que moi, une consultation sur 2 aujourd'hui chez le patient qui me dit « Écoutez, monsieur le professeur, ça me gêne de vous demander ça, mais est-ce que vous accepteriez de renouveler mon ordonnance parce que j'ai plus de médecin traitant, il y a un remplaçant indifférent à chaque fois et puis là j'ai pas pu avoir de rendez-vous. On a des patients qui arrêtent leur traitement parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant, des patients qui arrêtent leur prise en charge kiné parce qu'il n'y a pas de médecin traitant pour refaire les ordonnances. Et c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il n'y a plus de professionnels et ça on le ressent nous très vivement dans le témoignage. Et je peux vous assurer que l'état de stress et d'angoisse d'un patient qui a une maladie chronique comme les nôtres et qui apprend que son médecin traitant va partir à la retraite dans 1 an, dans 2 ans, le patient il passe 1 ou 2 ans en stress de cette situation, même avant de se retrouver sans médecin traitant. C'est un vrai problème, mais là maintenant, on en parle tous les jours à la télé. Il y a une question dans la salle. Moi, rien à voir avec tout ça. C'est juste, je suis un petit peu mandatée aussi par l'association. L'ETP, comment ça se passe? Moi, c'est le Huntington. Comment ça se passe pour les autres maladies? Je crois que ça existe déjà apparemment pour l'ataxie cérébelleuse. Oui, il y a plusieurs projets. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mutualiser un peu le travail au sein des centres de référence de la filière. Pour donner un exemple, nous, sur Angers, on s'est surtout investi dans l'ETP sur l'ataxie cérébelleuse. Et on a proposé notre programme clé en main à tous les autres centres de référence qui ont donc le programme qui est déjà écrit, tel qu'il a été validé par notre ARS. Et donc, ils n'ont plus qu'à le décliner parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes intervenants, les mêmes personnes, mais le travail est fait. Donc, notre travail sur l'ataxie cérébelleuse, il a été mis à disposition des équipes de Bordeaux, de Strasbourg, de Lille. Par contre, sur la maladie de Huntington, c'est beaucoup l'équipe de Lille et l'équipe d'Henri Mondor qui ont travaillé, si je ne me trompe, sur ce programme d'éducation thérapeutique. Et ils nous l'ont donné à nous, clé en main, à Angers. Et mes praticiens hospitaliers qui avaient mis en place le programme Ataxie et l'ont donné aux autres, ont reçu le programme Huntington et là ont eu un travail beaucoup moins important pour le mettre en place puisqu'ils se sont contentés de le réécrire, je dirais, à la couleur locale angevine avec les intervenants qu'on pouvait avoir. Donc voilà comment on essaye de développer ces programmes. Mais c'est là aussi un énorme travail pour les médecins. Et le retour sur le plan pratique. En fait, c'est ce que j'expliquais ce matin. Je ne sais pas si vous n'étiez peut-être pas arrivé. Si. En fait, il y a entre 15 et 20 programmes ETP qui sont finalisés par les centres de référence de la filière et qui aujourd'hui pour certains fonctionnent déjà, d'autres sont en cours de démarrage. Et en fait, c'est le médecin qui, quand il reçoit en consultation le patient, qui va lui proposer au patient d'intégrer le programme ou non. C'est pas vous, en tant que patient, qui arrivez avec une demande. Éventuellement, ça peut se faire, mais en général, c'est le médecin qui va orienter le patient vers un programme d'éducation thérapeutique s'il le juge. Tous les patients ne sont pas éligibles à entrer dans un programme d'éducation thérapeutique du patient. C'est un acte médical quand
quand même, ça fait partir d'un parcours de soins. Et donc, à l'inverse de tout ce qu'on a pu vous parler par rapport à la formation aidant, formation parents experts, où là, c'est vous qui faites la démarche parce qu'on vous propose une offre de service. Là, on est dans un cadre hospitalier. C'est le médecin du centre de référence qui propose au patient, s'il pense qu'il est dans la cible du programme, de l'intégrer. Donc, tous les patients ne sont pas éligibles à entrer dans un programme ETP, si c'était ça votre question. Oui. Voilà, et alors déjà, il y a une chose, on s'est beaucoup battu auprès de la DGS qui contrôle les programmes d'éducation thérapeutique pour que les aidants puissent y être associés, parce qu'il y avait un refus complet de la DGS. Le programme d'éducation thérapeutique, c'est le patient. Donc déjà, au départ, un patient qui a des troubles cognitifs n'est pas éligible à un programme d'éducation thérapeutique. Donc on s'est énormément battu et on a obtenu gain de cause, et j'étais au ministère pour me battre là-dessus, puisque j'étais dans le premier jury national des ETP maladies rares. On a eu une passe d'armes avec la Direction générale de la santé qui a été assez virulente. Par rapport à ça, il faut savoir qu'ils avaient refusé pendant des années l'éducation thérapeutique dans la maladie d'Alzheimer, sur cet argument-là. Donc on a réussi, nous, à faire passer qu'on puisse mettre un petit peu d'aidants. Il faut que ce soit minoritaire, donc c'est vrai que ça va être des patients plutôt à un stade pas trop avancé de la maladie quand il y a des troubles cognitifs. Il y a aussi une chose, on essaye de faire attention dans le groupe de patients d'avoir quelque chose de relativement homogène. Ça veut dire qu'on a un programme d'éducation thérapeutique, mais dans lequel on va éviter de mettre des patients à des stades très précoces de la maladie avec des patients à des stades très évolués, parce que les problématiques ne sont pas forcément les mêmes, les questions ne sont pas les mêmes, et que parfois la projection dans la maladie dans 10 ans n'est pas forcément évidente. Quelqu'un qui débute une ataxie cérébelleuse, qui est un petit peu instable, et ce qui le gêne le plus, c'est le regard des autres dans la rue, parce que tout le monde pense qu'il est bourré à 8 heures du matin. Si on le met à côté de quelqu'un qui est en fauteuil roulant, quasiment anarthrique, avec des troubles de déglutition, et ça peut être un peu compliqué. Donc il y a aussi des patients qui ne seraient éligibles au programme d'éducation thérapeutique, mais pas forcément à celui qui se fait ce semestre-ci. Ça pourra éventuellement être proposé plus tard. Nous, en pratique, ce qu'on a, c'est qu'on a des petits flyers en consultation. Quand le médecin qui consulte pense que le patient pourrait relever, on lui remet l'information, on lui en parle, on présente le flyer, on lui remet. Et puis si le patient confirme, il va contacter le médecin responsable du programme, qui va commencer par ce qu'on appelle un diagnostic éducatif, je crois, et qui ensuite va être la porte d'entrée vers ce programme d'éducation thérapeutique. Nous, sur les locaux, on vient de finir la première partie du programme ETP. Donc nous, le programme s'appelle Locomotive, et comme nous, on est essentiellement sur des enfants, nous avons décidé de monter ce programme après l'annonce du diagnostic. Donc effectivement, c'est le professeur en charge du centre de référence qui va proposer, mais là, pas aux patients, puisque nous, on est sur des enfants qui n'ont pas forcément les capacités de pouvoir parler, de pouvoir décider par eux-mêmes. C'est souvent les enfants, les parents qui gèrent. Donc, ce sera proposé aux parents. Et en fait, dans ce programme, on va prendre en compte toute la fratrie. Et on va travailler, alors on a dit locomotive, parce qu'en fait, on va travailler comme un parcours du train à partir du moment de la naissance jusqu'à ce qu'il aille le plus loin possible, parce que c'est ce qu'on espère sur la plupart des enfants. Et donc, à chaque fois qu'on va faire on aura le bilan, ça va être en face à face. Après, on peut avoir des sessions où on va avoir quelques parents qui vont pouvoir échanger entre eux, ou en individuel. Donc, c'est vraiment, après, on adapte en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Donc c'est vraiment, quelque part, le programme ETP permet de personnaliser au mieux l'accompagnement qu'on va donner aux familles. Et je trouve qu'en ça, l'ETP est très intéressant. Donc après, c'est en fonction des malades qu'on a, des pathologies, et puisque après, il y a Caroline, Caroline Sevin, qui elle a un autre programme. Et nous, sur Brest, il y a un autre programme ETP qui a été monté sur le polyhandicap, où là, c'est plus sur l'accompagnement du polyhandicap dans la prise en charge, la posture, le matériel. Est-ce qu'il faut un verticalisateur? Donc voilà, après, c'est vraiment propre à chaque structure et aux directions qu'on veut donner.
Chaque centre est complètement libre d'imaginer le programme ETP qu'il veut et il sollicite éventuellement des intervenants de la part des associations de patients comme Véronique qui peuvent être invités à co-construire le programme avec les médecins du centre et même à intervenir éventuellement. Donc voilà, voilà. On a été très incitateur à Brain Team sur la réalisation des programmes d'ETP, puisqu'on s'est clairement positionné en disant que les centres de référence qui demanderaient leur relabellisation sans avoir un programme d'ETP seraient en grande difficulté et auraient un soutien moins actif de notre part. Ça a été très très efficace pour mettre en place les programmes d'éducation thérapeutique. Moi, je vais juste vous dire au revoir. Je vais vous laisser terminer. On a le temps encore pour quelques questions. J'ai juste mon train à reprendre pour Angers. Donc, un grand merci. Mais je ne fais pas de conclusion pour ne pas arrêter la soirée et l'après-midi. Je vous laisse continuer avec... Est-ce qu'il y a encore des éléments d'échange? Oui, on m'a aussi demandé de demander quel est le retour des différentes associations sur les cartes d'urgence. Alors, les cartes d'urgence. Donc, c'est un sujet, évidemment, qu'on a travaillé. Christophe s'enfuit en courant, c'est bizarre. Non, en fait, c'est un sujet qu'on travaille dans la filière Bénédicte Vien depuis plusieurs années. On avait même travaillé avec vous lors d'une des premières journées d'association de patients là-dessus. Je vais laisser la parole à Bénédicte parce qu'à l'époque, on avait une commission recommandation, enfin un groupe de travail, on va dire, dans la filière recommandation. On avait travaillé avec vous sur un nouveau format de carte urgence. Il faut savoir que les cartes urgence, ça existe depuis plus longtemps que nous, filière. Au départ, il y avait un format qui avait été édité. Les associations s'en étaient emparées pour les distribuer éventuellement à leurs propres membres adhérents. Les centres de référence pouvaient les distribuer aussi. On a voulu nous profiter d'une action de la DGES en 2017 qui nous proposait de réimprimer des cartes urgence pour reprendre le projet. Et c'est là que je jette mon micro à Bénédicte qui va tout vous expliquer. Voilà, et moi je me retrouve à expliquer ces petites choses de la carte urgence. Alors comme disait Sophie, en effet, le PNMR1 avait permis de créer des cartes urgences, 8 feuilles, super. Quand vous arrivez avec votre carte urgence de 8 feuilles aux urgences, inutile de vous dire que personne ne la lit, il faut être honnête. Donc voilà, après il y a des associations qui en ont fait, il y a des centres de référence qui en ont fait. Ce qui veut dire que ça pouvait distribuer soit par le centre de référence, soit par l'association. C'était très variable en termes de documentation, format, personne qui l'a donné, et du coup de légitimité aussi, parce que si on peut la récupérer en l'imprimant sur Internet, parce que je sais que j'ai ma maladie, ou si c'est le centre de la référence qui la donne, ça n'a pas la même légitimité, et le médecin qui la voit ne sait pas finalement quelle est la légitimité de cette carte, et devant tous ces formats, ne les connaît pas, les différentes cartes. Donc le format du PNMR1 avait été abandonné, et en effet, comme disait Sophie, en 2017, tu disais, la DGES nous dit, hop, vous avez 1 mois pour donner des textes pour imprimer des cartes urgences. Donc on avait fait sur un peu plus, à peine. Juste avant, oui, voilà. Pour Noël, ça devait être fait, voilà, parce qu'après les budgets étaient clôturés, c'était fini. Donc, on a donné, les centres de référence qui ont eu le temps de nous répondre nous ont donné quelques textes. Et puis, on avait par contre un format carte bancaire double où on pouvait écrire des choses. Alors, sachant que, alors c'est bien pour les filières qui ont une maladie, hein, vous avez une carte. Nous, 500 maladies, vous êtes gentils, on n'a pu en faire que 5. 1, 2, de toute façon, on ne va pas avoir 500 piles dans le bureau du médecin pour qu'ils disent, alors le neurologue, il dit, alors vous, c'est laquelle, d'accord, donc j'en ai plus de cette pile-là, c'est pas possible. Excusez-moi, mais je trouvais ça, enfin, c'était pas applicable à tout le monde de faire de cette manière. Et puis avec le nom écrit, avec la jolie écriture de médecin sur la carte d'urgence, c'était pas envisageable. On s'est dit, il nous faut un autre système. Alors on a réfléchi à un autre système. Déjà, on avait quand même avant ça réfléchi avec notre commission des patients, des associations de patients, on avait réfléchi à quels sont les items indispensables sur une carte urgence Brain Team, sachant que les maladies sont très différentes et qu'il fallait trouver des items communs, des questions communes. Donc, ce n'était pas évident. Donc, on avait conclu qu'il fallait le nom des personnes contacts, du médecin traitant, du médecin du centre de référence. Et les choses principales, c'était description de la maladie, choses à faire, choses à ne pas faire. Ça, c'était les items et on est resté sur cette idée-là pour la carte Brain Team. Maintenant, l'histoire du papier imprimé, pas possible. On s'est dit, mais comment on va faire pour avoir nos cartes urgence?
Et on a cette idée qui germe depuis des années sur pouvoir la créer en ligne par le médecin ou sa secrétaire qui aurait les informations, avec des informations du clic-bouton. Hein, pas question que le médecin, qu'est-ce que je dis sur ce patient? Voilà, maladie de Huntington, c'est telle description en début de maladie ou en fin de maladie. C'est ça, on clique sur le bouton, il n'a pas le choix, il prend les définitions qui sont là, parce que de toute façon, le médecin, il n'aura pas le temps de rédiger une carte. Oui, mais comment on fait après nous, on voulait un format carte bancaire. Qu'est-ce qu'on fait tous les neurologues de Brain Team, on leur paye une imprimante carte bancaire? Pas possible. Donc, transmission des informations. Ah ben oui, mais par mail, pas possible. Données de santé, sécurité des données de santé, impossible. Donc et c'est là qu'on a eu notre gros problème qui a duré plusieurs années, c'est comment fonctionner pour avoir ces données qui sont rentrées par les médecins des centres, parce que ça avait été accepté par nos associations et nos centres de référence. Les cartes pour Brain Team ne seraient données que par les centres de référence et les centres de compétences pour être sûr de la légitimité de la maladie, du diagnostic. Et voilà, c'est un choix et qui avait été validé à l'époque par les associations qui étaient dans la commission. Donc, c'est dit, bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le même prestataire qu'on utilise pour les fameuses réunions de concertation pluridisciplinaire, qui est un outil national et qui permet le partage de données de santé. Donc, le médecin, il rentre les données du patient. Et la plupart de nos médecins sont déjà inscrits. Ce n'est pas un autre bouton sur son ordinateur dont il va servir une fois tous les 2 ans. Parce qu'il a pu se souvenir comment on fait, etc. Donc, il est déjà inscrit. La plupart sont déjà inscrits sur cet outil. Donc, on est en train de faire développer cet outil sur la partie carte urgence sur cet outil où le médecin ou sa secrétaire aura les droits pour rentrer les données. Nous, on interrogera à distance ce serveur en toute sécurité pour avoir les données. On aura une imprimante ou peut-être 2 si ça fonctionne très bien dans un ou 2 centres. On imprimera les cartes qu'on enverra au patient avec son accord, si on a son adresse, et on enverra la carte comme ça. Ça veut dire que tout sera écrit avec une écriture informatique et pas une jolie écriture de médecin, qu'on aura les recommandations classiques qui auront été validées par les centres de référence qui seront sur les cartes, et donc les patients auront cette carte qui maintenant s'appellera normalement carte de soins ou d'urgence, puisque nos maladies ne requièrent pas forcément des soins d'urgence, mais la plupart du temps, l'exemple que je donne souvent, c'est vous êtes en vacances sur la côte basque, vous vous cassez une jambe, vous avez une maladie rare, vous n'allez pas aux urgences pour votre maladie, mais vous voulez qu'on en tienne compte. Donc, ce n'est pas une urgence pour la maladie, mais voilà. Et donc, il se trouve que, bon, on est entre nous. Ah ben non, on est filmé. Donc, ça fonctionne. En ce moment, les échanges avec la société prestataire, ça fonctionne très bien sur l'avancée de ce projet. On est vraiment très content des échanges qu'on a avec eux. Je les ai encore eus la semaine dernière. Donc, on espère que ça sorte bientôt. Alors, comme je vous l'ai promis il y a déjà plusieurs années, je ne vais pas vous dire quand ça sortira parce qu'on n'a pas la moindre idée et on n'est pas à l'abri qu'il y a un bug et que ça bloque. Mais le développement progresse vraiment bien. Je suis assez satisfaite et j'espère vraiment, parce qu'on sait que c'est une vraie demande et les associations Huntington sont très demandeuses de ces cartes, qu'on pourra vous en sortir bientôt. Après, il faudra réussir à convaincre les médecins d'adhérer à ce projet et de donner les droits à leurs secrétaires, parce que même Christophe Verny nous a dit, nous, on n'aura pas le temps de remplir les différentes rubriques. Donc, il faudra qu'on puisse donner le droit à notre secrétaire qui, si on lui dit d'avance, c'est maladie de Huntington et vous voyez le patient, vous voyez la secrétaire pour remplir les données, ça pourra sans doute se faire. On espère. Mais voilà, je ne vous promettrai rien parce qu'on vous a promis trop souvent et voilà. Mais là, on a un vrai espoir et on est vraiment optimiste sur la faisabilité de ce projet qui est lancé depuis plusieurs années. Eh ben, merci beaucoup. On a une question à distance et après je prends Madame. Oui, bonjour. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la carte d'urgence, pardon, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces données-là, maintenant, soient inscrites, peut-être mises en exergue dans le dossier médical partagé avec le logo des maladies rares? Est-ce que ça ne simplifierait pas les choses? Madame Malévaès, c'est vous?
Oui, c'est moi, oui. J'ai reconnu votre voix. Bonjour madame. Ces données ne sont pas des données qui sont demandées dans le dossier Bamara, par exemple. Donc ce seraient des données à mettre en plus, sachant que la plupart des patients ne demanderont pas cette carte urgence. Donc les mettre en plus, ce serait compliqué. En plus... Ah, c'était dans le DMP, je n'avais pas entendu, pardon. Oui, alors c'est également quelque chose dont on avait... Oups là, je ne sais plus quelle caméra il faut regarder. Il y a des caméras partout. C'est également quelque chose qu'on a discuté pour le DMP. En effet, on espère beaucoup que ce DMP évolue et soit plus facile d'utilisation. Et l'idéal, ce serait en effet que ces données soient dans le DMP. Maintenant, mon espace santé, ce n'est pas encore en routine. Et on espère pouvoir que ça avance. On avait déjà eu une réunion avec le ministère à ce sujet il y a plusieurs mois. Ça avait été évoqué avec la DGOS de pouvoir verser ces informations relevant de la prise en charge d'urgence au niveau du DMP. Donc il y a quelque chose qui se trame dans l'air. Nous, on ne préfère pas se dire que ça va se faire. Donc on continue sur notre format carte urgence. Et le jour où ce sera suffisamment avancé au niveau interopérabilité avec le DMP, bien sûr qu'on s'inscrira dans cette dynamique. Mais pour l'instant, voilà. Mais pour l'instant, c'est extrêmement préliminaire. Comme disait Bénédicte, ils nous ont sollicité pour faire une réunion sur le sujet, une seule, depuis l'année dernière. Et depuis, on n'a pas de nouvelles. Donc, on espère, mais on ose y croire. Voilà. Voilà. Mais le DMP, ça avance quand même doucement. Mon espace santé, on a vu ce que ça a donné avant. C'était très compliqué d'alimenter ce dossier, le DMP. Donc, avant, et il y a l'alimenter, 2, que les médecins pensent à récupérer ce type d'informations et je ne sais pas dans quelle mesure les médecins aux urgences ou ailleurs auront accès aux informations du DMP facilement. Donc, en attendant, si nous, on peut lancer nos cartes urgences avant, eh bien, on le fera. Très bien, merci. Il y avait une question au fond de la salle. Bénédicte. Merci. Vous allez peut-être m'aider à résoudre un problème que je rencontre dans mon association actuellement sur ces fameuses cartes d'urgence. Alors, il faut savoir que notre association, depuis des années, fournit au centre de référence les cartes d'urgence. Bon, là, ils n'en ont plus. Ils nous demandent de les réimprimer. Mais mon conseil d'administration me dit ça serait bien de faire un format carte de crédit. Bon, c'est pas ça qui me pose problème, mais surtout de les mettre en ligne sur notre site. Et là, moi, je m'oppose à cela. Est-ce que je suis légitime à m'opposer à cela? Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez tout à fait. On pourra en rediscuter après. Mais les gens, les administrateurs, là, moi, je m'oppose depuis le début. Non, on peut en parler après, mais vous êtes tout à fait légitime. Alors, opposer le fait qu'il y a un projet Brain Team de reprise en fait, des cartes urgences de manière cadrée au niveau de la transmission des données de santé et qu'il n'y a aucune raison que ce soit à la charge de l'association de gérer ça. C'est pas ça. La question, c'est que ce soit mis à disposition. Et sur le site. Oui, voilà, j'ai bien compris. Et qu'on vous a demandé sur votre site de l'ASSO de pouvoir. Non, c'est pas le centre de référence qui m'a demandé ça. C'est votre conseil d'administration de l'ASSO. D'accord. C'est des adhérents qui me demandent ça. Le conseil d'administration. Le centre de référence de vous soutenir. Comment? Demandez au centre de référence de vous Oui, enfin, je voudrais déjà... là, si on me non, mais vous pouvez leur dire qu'il y a, dans Brain Team, il y a ce projet de reprise de carte urgence qui est en fait en voie de finalisation et on espère que ça va aboutir et que c'est beaucoup plus simple d'attendre quelques semaines quelques mois que nous, on propose ça et que vous rebasculiez vers ce que nous, on va proposer comme format. Voilà. Et de toute manière, après, ce sera le médecin du centre de référence qui, lui, sera la personne qui orientera le patient vers pour faire une carte urgence. C'est pas à nous, c'est pas à vous, absolument pas. Ça a été acté il y a déjà 5 ans quand il y avait eu la commission recommandation que c'était les médecins, c'était les associations de la filière qui avaient acté et on est resté dessus et Christophe Verny, s'il était là, il vous le redirait, qu'il n'est pas question que ce soit les associations de patients qui délivrent ces cartes urgence. Aujourd'hui, ce sont les médecins des centres de référence et des centres de compétences qui sont légitimes à délivrer ces cartes d'urgence. Sinon, elles n'ont aucune valeur. On peut leur en fournir, mais on ne peut pas les distribuer.
distribuer. Non, 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 vous ne pouvez pas en tant qu'association les distribuer. Si vous les mettez en plus en ligne sur votre site internet, ça veut dire n'importe qui peut imprimer n'importe quoi, Voilà. écrire n'importe quel nom et revendiquer l'utilisation de cette carte. Alors je vois pas ce qu'on peut tirer comme bénéfice de présenter cette carte. Voilà. Mais ce n'est absolument pas dans la mouvance actuelle de procéder ainsi. Il y a des escroqueries en tout genre. Voilà, bon là Donc, je ne vois pas voilà, jusqu'à bon. quel type d'escroquerie on peut penser, mais n'empêche que si on veut faire les choses de manière cadrée et de manière éthique, il est concevable de se dire que c'est le médecin qui identifie son patient maladie rare et qui va l'orienter vers l'obtention d'une carte. Voilà. Bon, en tout cas, Moi, je vous remercie. J'aurais peur d'une délégitimation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais que la carte ne soit plus légitime. Si elle est sur votre site, les gens vont dire, mais quelle n'importe valeur qui je peux lui peut donner? y accéder, Non, bien moi, sûr. Moi, je sais. on est tous d'accord. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez dans la salle. Vous pensez que ce serait bien sur un site d'association une carte disponible? Non, voilà, donc collégialement, voilà. Il m'a été Ça n'a pas de dit. sens. Exactement. Exactement. Voilà. Voilà. Exactement. Il y a quand même des informations médicales qui sont répertoriées, même si là, il n'y aura pas l'identité du patient, mais il y a un problème de légitimité de donner accès à ce type de carte. Et il ne faut pas que ce soit galvaudé par une impression, on va dire, galvaudée par n'importe qui, par le grand public qui aurait accès à cet outil, qui doit être restreint en fait aux personnes qui sont demandeuses de cet outil, quoi. Bon, merci. Mais si on peut vous aider, après on peut en reparler. Si oui, on peut parce vous aider que à formaliser une réponse, il n'y a pas de souci. J'étais un peu minoritaire, même plus que minoritaire. Non, on peut vous aider à rédiger une réponse circonstanciée si vous en avez besoin, il n'y a pas de souci. Voilà, mais ce n'est pas le centre de référence. Non, j'ai compris, hein. c'est les Donc administrateurs ça, de votre ça, association, voilà. j'ai bien compris. Il n'y a aucun souci. Moi, c'est ce que j'ai essayé de leur dire, je suis juriste. Voilà, C'est pour ça que je me suis opposée dès le départ. Non, mais puis c'est vraiment quelque chose qui avait été discuté par les associations de Ça, la je savais filière et pas. collégialement, tout le monde était d'accord. Et après, tous les centres de référence de la filière ont acté que c'était eux qui, en fait, pouvaient légitimement, en fait, délivrer ces cartes urgence aux patients. Ok, merci. Il y aura le logo. Enfin, nous, dans la filière, c'est pas ce qui sera fait parce que voilà. Mais il y aura effectivement le logo éventuellement du centre de référence. Voilà. Donc, ça engage quand même la responsabilité des médecins de délivrer ces choses. Ça ne peut pas être fait comme ça par les associations.